Bienvenue à tous. Merci d'être présents. Mon nom, c'est François-Xavier. Je travaille chez Caravani depuis une couple d'années et puis le Japon est une de mes spécialités. Le Japon est aussi une nouveauté à l'échelle de Caravani quand même. Depuis la première édition, alors que le pays se réouvrait suite à la pandémie, c'était l'année passée, en 2022. On est rendu à notre quatrième groupe maintenant qui vient de compléter le voyage. Et là, aujourd'hui, je vous parle, en fait, de petite notification, comment ça va être pour l'année 2024, et puis aussi un petit clin d'œil sur une nouveauté dans le sud-ouest du pays. Donc, ici, c'est juste un topo global des régions en fait qui sont super sympathiques pour faire de la randonnée. Donc, le Japon est composé de plusieurs îles. On peut en retenir peut-être quatre. Honshu, qui est l'île principale. Tout au nord, Hokkaido, qui est une île qu'on va pas se concentrer dans notre offre, mais qui est, je vous le dis, là, qui est intéressante pour la randonnée. Très intéressante aussi pour le ski l'hiver. Si vous connaissez la réputation de la neige qu'on peut avoir là-bas. On a aussi l'île de Kyushu et de Shikoku, donc qui sont deux îles qui feront partie de notre offre du second itinéraire que je vais présenter un petit peu plus tard, mais vraiment ça, le sud-ouest, c'est vraiment à découvrir. Ce sera éventuellement une nouvelle offre chez Caravani. Nous, on va se concentrer principalement sur l'île d'Honshu, en particulier la région de Kumano et celle des Alpes japonaises, ainsi que deux grandes villes, Kyoto, Tokyo, qu'on va mettre un peu en contradiction. Le regard traditionnel sur Kyoto, du côté moderne, du côté de Tokyo. Et puis les trois grands treks dans le voyage qu'on peut voir ici, Kumano Kodo, pèlerinage, une forme de traversée là, des Alpes japonaises. C'est une appellation un peu forcée, mais bon, une randonnée en linéaire itinérance dans les Alpes et l'ascension du mont Fuji. Donc, si on regarde ça d'un peu plus proche, c'est ce que ça donne avec Google. Donc, on arrive à Kyoto, on repart de Tokyo, donc les vols permettent ce genre de scénario aérien-là. C'est bien desservi pour ça. On va arriver plus précisément à Osaka, passer du temps à Kyoto, justement donner le regard urbain intéressant là-dessus, historique, culturel et, comme je l'ai dit, un peu sur le côté traditionnel du Japon. On se lance vers le sud, trek de 3 jours dans le Kumano. On va mélanger là-dedans des expériences culturelles, spirituelles et tout, parce que c'est le berceau du bouddhisme shintoïste au Japon. On va remonter tranquillement vers plus au nord, les Alpes, 5 jours en tout. On va marcher en linéaire. Ensuite de ça, Mont Fuji. Toujours bien, comment dire, parsemé de portions un peu plus urbaines, portions un petit peu plus culturelles. Ici, regard sur le futur itinéraire qui est presque en ligne, ça devrait être ici une semaine à peu près. Donc on se concentre à ce coup-là plus vers l'ouest, littéralement. Même chose, arrivé à Osaka, aller-retour. On va faire un petit coucou à Kyoto, mais plutôt se concentrer sur Nara, qui est une cité spirituelle importante de cette région. On va se diriger ensuite par la mer, dans la mer intérieure, donc la mer de Seto, qu'on voyait entre l'île de Shikoku puis l'ouest de Honshu. On se dirige tout d'un coup, en fait, à Kyushu pour faire une randonnée dans le massif volcanique du mont Aso, à partir de la petite préfecture de Oita. Et on va regagner tranquillement la mer intérieure du côté nord, en passant par Hiroshima, faire un mélange d'activités. C'est un petit peu osé chez Caravani, mais on veut quand même donner un regard multi-activité à travers multi-activité sur cette mer intérieure qui est superbe. Donc, un peu de vélo, un peu de kayak, évidemment de niveau très accessible. Et ensuite de ça, un petit clin d'œil sur un des grands pèlerinages qu'on a au Japon, qui est le pèlerinage des 88 temples à l'île de Shikoku. Donc, on y va plutôt vers le nord-ouest. On traverse Himeji, on finit à Osaka. Donc, c'est une belle boucle. Ce sont 2 voyages d'environ 3 semaines. On va un petit peu plus en détail ici. L'itinéraire que j'ai moi-même tracé. Hein. Bon, le trajet rouge, c'est le bateau. Le reste à bleu, c'est rando, déplacement en train. Donc, ça donne une idée à peu près globalement de ce qu'on va faire. Petit clin d'œil sur le passé, donc je vous parle moi, donc à travers mon expérience évidemment, qui remonte à une vingtaine d'années, par
le fait d'avoir travaillé là-bas au Japon comme cuisinier, avoir parti à un restaurant qui fusionnait les cultures franco-québécoises, disons, et japonaises. Donc, depuis ce temps-là, le Japon est une forme de passion. Je ne cacherai pas aussi qu'il y a, à certains moments, chatouillé un peu la haine. Donc, haine, passion et haine, amour, haine. On peut le dire comme ça. Mais c'est parce que j'y ai travaillé, j'ai tenté une intégration dans ce pays-là. Ça a été un peu plus complexe dans mon jeune âge. Mais le Japon, c'est ça. C'est un voyage, c'est une destination, un pays qui ne laisse pas personne indifférent. C'est certainement un des plus gros chocs culturels que vous allez avoir, pas tant au niveau visuel, mais au niveau culturel. On est dans d'autres codes complètement. Le fait peut-être que cette île-là a été insulaire pendant 3 siècles et plus, là. Donc, ça a fait en sorte que c'est une société qui s'est développée de manière isolée. Et ça fait que même aujourd'hui, 100 ans plus tard, après son ouverture, c'est encore très marquant tout ça. Donc, il y a un côté très fascinant, je vous dirais, et c'est plutôt ce côté-là qu'on va essayer de faire ressortir pendant le voyage. Et ça sera pas mal grâce à notre guide à destination qui se nomme Camille. Donc, Camille est résident du Japon depuis au moins 7 ans, 7 ou 8 ans, marié avec une japonaise. C'est un ami de longue date. À l'époque, il travaillait ici dans les Chic-Chocs en Gaspésie. Et donc, a décidé de faire le grand saut vers la culture japonaise et maintenant est complètement intégré, parle très bien la langue et puis a toujours été guide, a toujours été dans le milieu du tourisme. Donc, on travaille avec lui depuis des années. Je dis des années parce qu'avant, j'étais d'une autre agence. Donc, j'ai intégré un peu cette connaissance de la destination à travers Caravani. On a remis la sauce, évidemment, notre image de marque, disons, sur cet itinéraire-là, mais ça reste que les liens, l'histoire, l'expérience est là, avec les deux personnages que vous voyez. On va donner dans ce voyage aussi un regard curieux sur des contradictions. Appelons ça comme ça. J'aime ça le mot contradiction en parlant de la culture japonaise. Des contradictions comme justement la surconsommation de poissons, des rites justement très traditionnels qui font en sorte qu'aujourd'hui, bon, ils pêchent encore la baleine, ils pêchent encore le thon rouge, etc. Donc, comprendre un peu cette dynamique culturelle pour expliquer peut-être des habitudes. Sumo, le côté très moderne ou contre-culture de certaines villes, entre autres Tokyo. Donc, comprendre comment la contre-culture au Japon s'exprime. Donc, ça serait assez fascinant. Puis du côté, toujours dans cette perspective-là de dualité entre tradition et modernité, bien, justement, les sumos. On garantit rien par rapport à l'expérience de vivre ça parce que on peut pas toujours avoir des combats qui sont accessibles à nous pendant les moments où on sera dans ces villes-là. Mais si jamais ça tombe au calendrier, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire vivre. En parlant de tradition, ben, tout de suite en se mettant dans le bain de Kyoto, parce qu'on commence le voyage là, dans l'itinéraire qu'on appelle Kumano Kodo, Alpes japonaises et Fuji, tout le côté rituel protocolaire du Japon. On va l'avoir dans plein de moments, on va tenter de vous faire plein d'immersions par rapport à ça. Mais ici, par exemple, avec la cérémonie du thé matcha, donc on parle de faire un thé et ça prend des dizaines de minutes et c'est super codé, super protocolaire. Et ça, c'est vraiment une façon d'être au Japon qui est très surprenante, du moins pour l'occidental. Donc, plein de petits moments comme ça qui seront justement parsemés tout au long de l'itinéraire de randonnée qu'on fait là-bas. On part dans une période très précise, je vous dirais, puisque si on veut combiner les 3 treks, eh bien, on est un peu obligé de, de se concentrer sur le mois de septembre. Pourquoi? Parce qu'il fait c'est trop chaud l'été, donc on exclut complètement l'été, c'est très humide. On exclut le printemps parce qu'il y a encore trop de neige sur le Fuji puis sur les Alpes. Puis, ben, après ça, ben, l'hiver ou l'automne tardif, ben, on l'évite aussi. Donc, il reste à peu près le mois de septembre de manière intégrale. Et on pourrait aller jusqu'au 15-20 octobre. Donc, c'est un mois et demi où là, on fait nos 2 départs là-dedans.
Donc, j'ai mis ici une photo des sakura, donc les cerisiers en fleurs, que profitez-en parce que c'est certainement pas dans cet itinéraire-là qu'on va pouvoir en profiter puisque la floraison est entre mars et avril selon la latitude dans le pays. Bon, maintenant, on revient en images, OK? Donc, je vais y aller vite, vite, là, les images que j'ai passées. Ben bon, Camille que je présentais, un peu la complicité qu'on a les deux, bon, etc. Ça remonte à des années, mes images par rapport culture, tradition du thé, le camp partir, la floraison des sakuras, et là, j'arrive à Kyoto. Bon, alors, attendez, encore là, j'ai une petite affaire déconcentrée. Donc voilà, Kyoto, c'est vraiment le regard traditionnel. On l'a dit. Tu sais, le Japon, on pourrait donner plein de perspectives. On s'arrête sur une chose, on a quand même juste, entre guillemets, 21 jours. Donc il faut vraiment s'arrêter sur un fil conducteur. Donc ça sera ça à Kyoto. Donc c'est vraiment l'immersion qu'on va faire dans les anciens quartiers de cette ville. Donc d'abord les quartiers qu'on va découvrir de manière active, en vélo, un vieux vélo chinois, ça peut ressembler à des Bixi. Là. Et puis, on va explorer vraiment la vieille ville à travers les canaux, à travers des petites rues. Bon, ça reste quand même actif là, comme un mode de découverte, mais on trouvait qu'à l'échelle de la ville, c'était la meilleure façon de le faire. Donc, ça reste que chez Caravani, on fait des voyages qui bougent, donc voilà. Mais il faut quand même garder en tête que on a un gros décalage horaire, on a la fatigue, et on a aussi le fait que la circulation est à l'envers au Japon, comme en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons. Donc, il faut rester quand même vigilant quand on se promène en vélo. Mais l'expérience en vaut fortement la chandelle. Les vieux quartiers, les vieilles traditions, les geishas, qu'en est-il? Donc, tout ça, ça tourne très fort autour de Kyoto et aussi beaucoup les grands temples. Donc, il y en a plusieurs. On va se concentrer sur un certain regard là-dessus. Mais c'est sûr que la ville regorge de tout ça puisqu'elle était à une époque la capitale spirituelle du pays. Donc c'est là que l'empereur résidait, etc. Alors, c'est quelque chose qui est comme fondamental à découvrir. On va se concentrer sur certains, entre autres ici le parc des Aishima, entre ce parc-là, j'oublie le nom, et ces fameuses forêts de bambou et portes qu'on nomme des tori, donc sentiers de porte Senbon, donc c'est vraiment des corridors qui sont très connus dans la région. Donc on explore ça 3 jours. Et ensuite, petit clin d'œil à aussi, bon, comment ça se passe là-bas, l'alimentation ou la restauration. Donc c'est un pays qui est fascinant pour ça, parce que je veux dire, ça fait partie fondamentale de la culture et ça fera partie fondamentalement aussi du voyage, l'exploration de toute cette diversité-là au niveau alimentaire. Je fais un clin d'œil ici avec les machines distributrices parce que ça reste toujours quelque chose qu'on prend en photo qu'on va au Japon. Il y en a tellement partout, puis on peut boire tellement une diversité de boissons, c'est hallucinant. Mais bon, tu regardes loufoque là-dessus, mais au niveau de la restauration, c'est ça. On va essayer de vraiment alterner sur tous les styles pendant qu'on va être soit en ville, soit en randonnée dans les refuges ou dans les ryokan Minchukyu, donc les types d'hébergements. Quand on est en ville, ben c'est sûr qu'on va y aller pour des choses qui détonnent un peu par rapport à ici. Entre autres, ça, ces petits restaurants-là à restauration rapide mais de qualité, où là, tu commandes avec une machine comme ça, puis au bout d'à peu près 2 minutes, il y a un plat qui sort dans un petit passe l'autre bord, t'as 4-5 places assises, tu manges ça en 5 minutes, tu t'en vas. Donc, il y a beaucoup ça au Japon. Ça fera partie d'une des expériences qu'on veut bien donner. Aussi, les petits kiosques comme ça de rue qu'on retrouve beaucoup dans les marchés, mais aussi dans des petits coins des vieilles villes, donc qui font un menu très simple, souvent une ou deux choses. Et encore une fois, très rapide, très sain. La restauration au Japon a le ça de bien, c'est rapide et très santé. Donc ça, on aime ça, ce petit côté-là aussi puriste des ingrédients, des aliments. Donc voilà, ça fera partie d'une des immersions qu'on donnera au niveau de la bouffe pendant le voyage, plutôt dans les villes, je vous dirais, pour ce qu'on vient de voir.
On aura aussi en soirée l'expérience des izakaya. Donc, un izakaya est un bistrot japonais. Donc, il y a différents types, différents niveaux, différentes ambiances. On aime bien le décontracter parce que ça fait quand même partie de la culture japonaise, comme on voit sur cette photo. Comme on peut trouver aussi des izakaya un petit peu plus soignés ou voire très esthétiques. Donc là, je vous dévoile pas tout, là, c'est juste peut-être des petites photos d'ambiance, mais on aura ça à des moments clés du voyage. Et l'izakaya, le principe, c'est vraiment de prendre un plat style tapas, c'est petit plat, une bière, petit plat, une bière. C'est vraiment la transition, si vous voulez, entre la journée de travail et la maison. C'est souvent utilisé comme ça. Ben, nous, quand on sort de passage de manière touristique, on en profitera aussi. Donc, c'est ça pour dire que finalement, le sushi comme ça, là, c'est un petit peu banal, finalement. Au Japon, on le retrouve beaucoup dans les dépanneurs. Donc, surprenamment, les dépanneurs, on mange très bien. Je pense entre autres à 7-Eleven, à Lawson et tout, là. Donc, le sushi de ce type, qui est notre référence beaucoup chez nous, là, ben, ça sera pas super fréquent parce qu'il y a ce petit côté-là très ordinaire, finalement, dans la perspective là-bas. Par contre, des très bons sushis, des très bons sashimi, ça, on va y goûter. Pendant qu'on est dans le Kumano, c'est un sentier traditionnel, hein, c'est un pèlerinage ancien, on est beaucoup dans le berceau du bouddhisme, on aura conséquemment la nourriture ou le service de nourriture plutôt traditionnel. Qu'on appelle le bento. Le bento peut se présenter comme ça dans sa plus belle déclinaison, c'est-à-dire plein de belles petites assiettes, plein de petits plats un peu comme ça séparés avec une multitude, une variété d'aliments. Et souvent, je vous lance le défi, là, vous en connaîtrez pas plus que peut-être 2-3 de ces 13-14 plats. Ça sera toujours des découvertes, là, vraiment, fondamentalement. On aura, bon, ce style-là, beaucoup le matin des petits fours comme ça, grillades ou un petit peu plus fondus, un bouillon qui bout. On va manger beaucoup de poissons, sa déclinaison à toutes les étapes de la journée. Donc, vraiment, ça, c'est à considérer aussi. Si vous n'aimez pas le poisson au Japon, et c'est peut-être pas la meilleure destination pour vous. Mais ça va être confrontant. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, ça va être délicieux. En tout cas, si on est moindrement un peu ouvert d'esprit. Curieux, appelons ça comme ça, au niveau culinaire, c'est sûr, c'est certain que c'est une expérience en soi. Et on aura dans certaines circonstances aussi des goûter à la fine cuisine japonaise. Et quand on dit fine cuisine, il y a souvent une espèce de lien très précis ou très proche avec l'esthétisme. Et ça, c'était peut-être une de mes meilleures photos là, pour exprimer mon idée. On se dirige après, vous comprenez que ça, c'est pendant tout le voyage. Ça sera aussi un peu la même chose pour l'autre itinéraire. On quitte Kyoto, on se dirige vers Koyasan. Donc, Koyasan, c'est le berceau spirituel du bouddhisme au Japon. Ok, donc c'est vraiment quelque chose c'est une ville qui a été fondée à peu près au 7e siècle. Le bouddhisme tourne autour à peu près de cette époque-là, inspirée de la Chine. Et dans cette ville, il y a plein de temples importants, des grands cimetières, tout ça dans une ambiance forêt qui est très chaleureuse, je trouve. Et là, on fera une immersion en temple Shinto. Ça sera aussi l'occasion de goûter, pas au niveau gustatif, là, mais plutôt au niveau expérientiel, aux traditions japonaises, puisque là, on est vraiment dans le cœur de tout ça. Donc ça, c'est vraiment un aspect très important du voyage que Camille, où on travaille avec 2 guides là-bas, Cédric, c'est des gens qui vivent là-bas, donc ils ont intégré vraiment bien les cultures, ils font très bien le pont entre nous et eux, vont prendre le temps de vous expliquer. Surtout, entre autres, ici, petit clin d'œil UFOC, là, avec les babouches. J'appelle ça les babouches, mais les sandales, là. Donc, il faut comprendre que, tu sais, quand on marche à l'extérieur, la pompe du pied est sale, on la met jamais à l'intérieur, donc il faut jamais mettre la chaussure extérieure à l'intérieur d'un bâtiment. Il y aura toujours une sélection comme ça de sandales. Ici, évidemment, on est plutôt du côté traditionnel, donc on a avec la vieille sandale de bois. On aura d'autres déclinaisons ailleurs. Et après ça, dans le cadre d'un bâtiment, d'une maison, on aura aussi des transitions de lieux qui sont peut-être plus
impropres, comme les toilettes. Donc, il y aura des sandales de toilette. Donc, il faudra enlever les sandales de maison pour switcher aux sandales de toilette, pour ensuite ressortir et switcher les sandales. Et si on va dehors, switcher. Donc, ça reste, ça reste une gymnastique. Je vous dirais que ça vaut la peine de se pratiquer un peu. Et on conseille à tout le monde qui s'en va au Japon avec nous de pas s'amener des chaussures avec 18 trous et des grandes boucles à faire parce que vous allez souffrir. Voilà, donc on continue. Donc Koyasan, immersion, on se met dans l'esprit et ensuite on se lance dans le Kumano Kodo. Le Kumano Kodo, c'est un trek qui reprend un peu les anciens sentiers d'un pèlerinage et aussi d'une transition que l'empereur faisait entre la capitale spirituelle qui était Kyoto et la capitale économique qui était Edo, maintenant nommée Tokyo. Passait donc par la péninsule de Ki, qui est au sud de Kyoto, traversait tout au sud, rencontrait, l'idée c'est de rejoindre plusieurs temples, il y en a 3 principaux, et ensuite de ça remonte vers le nord, et puis historiquement il partait par la mer pour aller jusqu'à Tokyo. Donc nous on refait un peu ça, c'est ça l'esprit du voyage. Donc entre Kitanabe et Nashi, on va croiser 3 temples, et on va marcher 3 jours à travers des sentiers de vieilles pierres. On peut le dire comme ça a longtemps été chez Caravanier une ambiance qu'on essaie d'aller chercher, donc on est vraiment là-dedans. On va être dans une altitude relativement basse, comment dire, un climat chaud et humide, parce qu'on est quasiment plus au sud du pays, là, si on regarde au niveau des latitudes, et ça sera souvent dans une ambiance de monoculture de type cyprès euh, ou on appelle ça cèdre, donc ça fait quand même une ambiance visuelle qui est intéressante, et on marchera longtemps sur ces sentiers, pas des tonnes de dénivelé, mais des bonnes distances comme ça, et ça sera notre première mise en bouche, mise en jambe, disons, plutôt, euh, comme trek. Il y aura à quelques reprises des tea house, donc un peu comme si vous l'avez vu ailleurs dans le monde, là, au Népal ou ailleurs, il y a un peu ça, évidemment à la sauce japonaise. Donc ça, c'est très bien comme pour ponctuer les journées. Il y aura aussi des sites ou des endroits où il y a eu des ornementations pour certaines divinités et autres. Donc tout au long, on est dans cette ambiance-là, je dirais, spirituelle, forêt, chaleur, c'est quasiment tropical. Voilà, on relie certains de ces temples-là. On essaie de donner un sens personnel à ça. Évidemment, la spiritualité est relative à chacun, mais disons que c'est tellement présent, tellement fort qu'on ne peut pas faire autrement que se teinter de ça. Donc, les étapes pendant le trek du Kumano, ce sera on peut appeler ça des villages, là, ou petites villes, où justement, en fait, on est toujours un peu en proximité avec la civilisation dans les étapes, dans les relais, si vous voulez. On dormira en Minchuku. Donc, Minchuku, c'est un peu. J'ai parlé de ryokan Minchuku, j'aurai des photos plus tard pour ça. Mais en gros, ce sont des hébergements traditionnels ou des maisons d'hôtes avec des chambres un peu dispersées, toujours un peu dans le style traditionnel, mais un petit peu modernisé des fois, pour le Minchuku du moins, et une salle commune pour les repas. Et donc, c'est tenu souvent par des familles, et on est accueillis comme ça. On peut voir ça là, un peu partout sur nos treks. Aux Canaries, on va dans ce qu'on appelle des casas rurales. En Grèce, on va des fois dans une bergerie où c'est une famille qui tient ça. Donc, c'est un peu ce même esprit-là, mais à la sauce japonaise. Ce qui est très bien dans une ambiance aussi que j'aime beaucoup du Kumano, c'est les matins. On part relativement tôt parce que les journées sont longues. On a ce brouillard, cette brume un peu chaude, tu sais, ouais, un peu fraîche, disons-le, de matinée. Puis là, tranquillement, on quitte les petites villes, villages, puis hop, on reprend les sentiers. Donc ça, c'est vraiment une ambiance particulière qu'on va retrouver tout au long du voyage. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, des sites importants, des ornementations, des grandes torii comme ça, on en a un peu tout au long de ça, étant donné l'historique de ce trek-là. Voilà, donc ambiance des sentiers qu'on retrouve tout au long. Des fois, ça remonte à très loin, donc c'est très ancien, donc une immense allée comme ça avec les grands cèdres. L'aboutissement de ce trek-là, c'est Nashi. Donc Nashi, c'est un site important, c'est un temple
pagode, de type pagode à plusieurs niveaux. Donc, puis aussi ornementé autour là, d'une grande chute, donc il y a un côté aussi spirituel à ça. Ça sera l'aboutissement de notre trek. Encore une fois, on va essayer d'intégrer les petites traditions que les pèlerins font. Hein, on le fait sur une base de bonne volonté, là. Mais ça reste quand même quelque chose qui est intéressant à vivre. Puis ça mettra une couleur parmi tant d'autres pendant le voyage. Au niveau de l'hébergement, ben on est en, comme j'ai dit tantôt, j'en ai parlé un peu, là, mais si on peut y aller du plus traditionnel au plus moderne, disons, comme ici à Koyasan, ben on peut appeler ça, c'est un ryokan, mais c'est un ryokan dans un temple. Donc c'est encore une couche plus ancien, plus traditionnel. On a ici une salle à manger où il y aura le repas de groupe. Donc, il y a toujours la personne qui sert, qui est placée au centre, et les convives alignés un en face de l'autre, agenouillés, évidemment, parce que c'est la façon de se tenir au Japon, de manière ancienne. Et on aura ces bento-là de cuisine souvent végétarienne, étant donné que c'est bouddhiste, donc avec le service de thé qui l'accompagnera, et le riz, etc. Donc, vous voyez que là, on détonne quand même par rapport à notre concept ici de restaurant. Donc, toujours dans les ryokan, on passe, une autre des particularités, c'est que le ryokan va faire en sorte que, selon l'heure de la journée, donc pendant le jour, il y a la chambre qui est en mode prise du thé, tabler, s'asseoir, discuter. Et après une certaine heure, le service de chambre vient mettre la chambre en mode tatami pour les lits. Donc, on va dormir au sol, comme vous le voyez ici. C'est confortable quand même parce que les matelas sont épais, mais c'est ça. C'est mur ou porte coulissante en feuilles de riz, tatami. C'est la version la plus traditionnelle d'un ryokan. On aura l'occasion d'être dans cette ambiance-là pendant un petit moment. Voilà. Ensuite, on continue, ça c'est juste des ambiances du ryokan lui-même, parce que le ryokan c'est des chambres, mais c'est aussi plusieurs petites pièces, des jardins intérieurs, etc. Et dans la déclinaison Minshuku, donc c'est un peu la même chose, mais modernisé ou occidentalisé, donc avec des lits sur pattes, etc. Mais ça reste un peu le même principe. Des fois, c'est des super spots en plus où on est situé là, au niveau de la vue. La salle commune, évidemment, Minshuku, c'est toujours un petit peu plus, je ne veux pas dire bas de gamme, mais c'est plus accessible, on peut appeler ça comme ça, plus décontracté, comme là. Donc on peut juste voir un ryokan, ça va être juste un petit peu plus soigné ou esthétique ou feng shui, si on peut dire, mais les repas, ça se déroule comme ça. Encore une fois, vous voyez la position agenouillée. Donc voilà. On reviendra plus tard pour les refuges, etc., pour d'autres types d'hébergements, mais c'est à peu près ça pour l'aspect ancien tradition. Une autre tradition qui est forte, souvent peut-être inspirée des macaques japonais, c'est celle des onsen dans les sources thermales. Donc ça, c'est quelque chose qui fera partie du voyage de manière qui peut éparpiller. Mais quoi de mieux après un trek que de finir dans un bain de source chaude. Donc ça, c'est là. C'est une tradition très forte au Japon, étant donné que c'est une île volcanique. Donc ça, on le retrouve et on le sert là, très régulièrement. Donc, c'est une belle expérience, une expérience qui peut un peu déstabiliser. Là, vous savez, bon, par exemple, que les onsen, c'est des bains qui se prennent complètement nus. Donc, il n'y a rien de mieux que se connaître entre nous. C'est homme-femme séparés, by the way. Là. Mais c'est toujours drôle au Japon, c'est qu'on vient d'une culture catholique. Bref, on apprend aussi des choses à faire et ne pas faire. Évidemment, vous voyez toute l'importance ici de nos guides à clairement vous expliquer tous ces codes-là tout au long du voyage. J'en dis pas plus parce que bon, hein, on laisse quelques surprises. À la suite du Kumano Kodo, on monte vers le nord, on va arrêter à Issei. Issei, c'est un des endroits où justement l'empereur ou certains grands dignitaires traversaient après ce pèlerinage pour aller vers Edo, la capitale, Tokyo aujourd'hui. Donc on va retrouver ce lieu-là dans notre histoire qu'on vous raconte. Issei est connu pour ces deux rochers reliés ensemble qui symbolisent l'amour. Donc, je trouve ça très touchant. Et donc, on passera du temps à Issei parce que c'est quand même un côté
bord de mer qu'on n'aura pas vraiment ailleurs pendant le voyage. Donc, on veut donner cette teinte-là au voyage. On aura aussi une expérience culturelle en immersion avec des pêcheuses de perles. Donc, j'en dis pas plus. C'est une expérience très forte. C'est un métier reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO et l'activité est zéro kitsch. Donc, zéro, c'est pas une activité, comment dire, galvaudée ou touristique, là. Donc, c'est un lien qu'on a développé avec des pêcheuses comme ça, puis on invite les gens à partager ce moment-là. Donc, c'est socio-anthropologique, disons. Et puis, c'est quelque chose qui marche fort. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté depuis que je suis avec Caravanier. Et c'est un moment fort que les gens nous partagent après. J'en dis pas plus sur ici, mais on passe 2 jours. Transition vers le nord, parce qu'on se dirige vers les Alpes. Tout le voyage se déroule en transport en commun. Donc, bah, sauf exception. Peut-être un transfert pour simplifier au début, mais sinon, c'est que en transport en commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être en mode très, euh, comment dire, faut être mobile. Okay? Donc, on n'a pas 15 bagages, on en a une. Souvent, et je dis une parce que c'est une valise à roulettes. C'est parfait. La valise à roulettes ou le sac souple à roulettes, assez grosse, il faut être capable de se déplacer facilement. On n'a pas 4 autres sacs accrochés comme ça, on a juste notre sac à dos de jour dans le dos. Paf, OK? On se déplace de l'hôtel à la gare à l'hôtel ou après, ben, aux autres petits transferts qui nous mèneront vers les randos. OK? Ça permet d'avoir un coût de voyage à l'échelle du Japon qui est moindre, puis ça permet aussi d'ajouter un volet immersif culturel parce que le transport en commun, c'est très fort, très développé, et il n'y a rien de mieux que de palper la vraie vie que d'en faire partie. C'est vraiment le fil conducteur du transport, c'est là-dessus. Puis aussi, ben, globalement, forme de réduction de l'impact écologique. Donc, puisque c'est du transport électrisé pour la plupart. Puis aussi, ben, c'est un transport commun. Donc, c'est un regard qu'on a voulu donner sur cet aspect-là du Japon. Mais ça implique quand même mobilité et ponctualité. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. On monte vers Matsumoto. Donc, l'idée, c'est de faire en fait un trek, une boucle en fait, dans les Alpes. On a choisi le cœur des Alpes, une montagne peut-être que vous connaissez, en tout cas, qui est une montagne sacrée et reconnue là-bas, qui s'appelle le Yarigatake. Donc, on va tourner autour de ça. On va tourner aussi autour de la vallée de Kamikochi. Donc, il y a deux vallées, pas deux vallées, deux chaînes de montagnes et des crêtes qui se côtoient, qui sont reliées par cette vallée-là. Donc, on va faire une grande boucle à partir de là. On va rentrer directement par Kamikochi, faire cette boucle et sortir à Matsumoto. Donc, on retient en gros que c'est un trek en itinérance, à peu près 5 jours, disons-le comme ça, 4 nuitées. On aura aussi un mode day hike, donc qui est un petit peu plus différent comme formule, mais il faut retenir qu'on va être 5 jours en itinérance. On dort en refuge, en cabane, comme on nomme là-bas. On aura l'essentiel à la journée, mais l'essentiel aussi pour être sur 5 jours de rando. Petite trousse, vêtements de rechange, vêtements pour faire pallier aux conditions. Puis voilà, donc il y a un petit peu plus de portage, mais ça permet justement de vivre cette itinérance-là dans les montagnes sans revenir à la civilisation tout le temps. C'est beaucoup des marches sur des crêtes ou sur des sommets comme ça. Ça va culminer à 3150 mètres environ. Puis peut-être un petit peu plus bas, les bas de vallée, etc., c'est à 2200, 2400. Et donc, on est dans ce palier d'altitude-là. Donc, c'est pas significatif au niveau de l'oxygène, etc., mais quand même, pas à prendre à la légère comme type de terrain. Les Alpes japonaises, leur particularité, c'est qu'ils n'ont pas vraiment vécu d'époque glaciaire, ou tout du moins des très petites, donc ça n'a pas été érodé par les glaciers, donc ça reste un relief, une géographie, géomorphologie très incisive. Donc des arêtes fines, des petites pointes de montagne, etc. Donc c'est un terrain qui est peut-être un petit peu plus complexe que ce qu'on retrouve ici dans notre beau bouclier canadien. Okay? Mais on peut voir certaines ressemblances. Yarigatake au loin,
les sommets comme ça vénérés avec des temples. Donc, ça sera un peu le type de paysage qu'on aura pendant notre rando de 5 jours. Et ces refuges qui sont perchés dans les montagnes. Donc, ça, c'est quand même très sympathique. Et la culture de ces refuges-là est aussi très forte. Et on sera évidemment en immersion principalement avec des Japonais, car c'est une société ou civilisation qui sont de très bons marcheurs. Donc, c'est vraiment dans la culture, ça, d'aller marcher en montagne. Donc, on en voit partout en saison. Voilà, je passe un peu d'images là, de ces ambiances des Alpes. Donc, peut-être vous comprenez l'origine du nom. Là. Les premiers Européens qui sont arrivés là, on dit ben, c'est comme dans nos Alpes. Fait qu'on appelle ça les Alpes japonaises. Alors, on aura les crêtes, on aura aussi les vallées, donc autour de Kamikochi pour relier les deux grandes crêtes. Il faut passer par des vallées. Voici un peu l'ambiance. Donc, c'est quand même alpin, disons-le. Les lacs de montagne, etc. Donc, il n'y a pas de confusion. Là, on est bel et bien au cœur des montagnes. D'ailleurs, par rapport au niveau de ce voyage-là, on hésite entre le mettre ou le coter entre niveau 2 et 3. 3 pour certaines étapes comme ça de montagne où il peut y avoir un certain dénivelé, presque 1000 mètres, et quand même un terrain exposé. T'sais. Puis un terrain aussi où le pas de marche n'est pas tout à fait fluide. T'sais. Le meilleur exemple de ça, ça peut être un comparatif qu'on a dans le nord-est des États-Unis avec les White Mountains ou les Green Mountains. Les racines des roches. On se pose toujours la question où on met le prochain pas. Ça reste que c'est ça. Donc, pour ces raisons, on aurait tendance à le mettre 3. Pour d'autres raisons, on se dit, ben non, c'est vrai que finalement, c'est 2 parce que bon, on a quand même un bon niveau de confort, parce qu'on a quand même souvent des retours à la civilisation. Donc, voilà, évidemment, tout ça, c'est des cotations à notre échelle à nous, chez Caroline. Yarigatake, ça, un peu, si vous voulez, l'accomplissement, ou un peu le fil conducteur, l'aboutissement de ce trek dans les Alpes-là, puisque c'est une montagne qui est vénérée par les Japonais, vénérée par la culture bouddhiste shintoïste. Donc, voilà. Il y aura la possibilité d'en faire l'ascension finale à partir du refuge sur une base volontaire. C'est 1 heure et demie à peu près. Il y a des petites chaînettes, c'est assez exposé, voire vertigineux. Vous serez bien accompagné pour ça, mais ça reste à la discrétion des gens. Parce qu'on a juste à faire la grasse matinée au refuge, puis d'attendre le monde avant de recontinuer sur le trajet. Donc, on n'est pas obligé de se splitter ou rien d'autre par rapport à ça. Donc, voilà. Mais on tenait à le faire parce qu'on aime bien donner cette symbolique-là, parce qu'on va voir qu'un peu plus tard, il y aura le mont Fuji. Et voilà, petite photo de sommet avant de regagner finalement la vallée vers l'est. On descend vers Matsumoto. On aura l'occasion à la fin du trek de profiter des bonnes choses que je vous ai montées précédemment. Bain, nourriture, etc. Vallée de Kamikochi ici, qu'on va quitter tranquillement. Avant de parler de Matsumoto puis le reste du voyage, petit clin d'œil sur l'hébergement dans les refuges, donc comment ça se passe. Donc, on peut avoir des références à ici, là, qu'on voit ces scènes-là. Une des particularités des refuges, c'est la vie organisée ponctuée. Donc, c'est très propre à la culture japonaise, évidemment. Mais sachez que dans les refuges, c'est comme si on y avait un décalage horaire, disons. T'sais. Fait la journée type, c'est réveil à 5 heures du matin, déjeuner, tout le monde en ligne à 5h30, service assez uniformisé, 6 heures, tout le monde a fini, on se prépare, on refait notre petit pacton, petite hygiène, puis à 7 heures, on marche. Okay? Donc, on marche, on passe la journée en rando, on aura une petite boîte à lunch de type bento pour le lunch, puis le soir, ben 5h30, c'est comme invitation à aller s'asseoir. Ils forcent un petit peu les apéros. Puis après 6 heures, service du repas, à 8 heures, tout le monde est quasiment couché, 9 heures, c'est le silence radio. Donc, c'est vraiment comme ça que ça marche. On s'adapte à ça parce que souvent, on est à peu près les seuls gaijins là, qui seront dans ces refuges-là. Il n'y a pas des tonnes sur les refuges où on va, il n'y a pas des tonnes d'étrangers parce que pour les réserver, il faut parler japonais. Donc, c'est Camille qui fait ça. Donc, ça donne aussi une petite unicité là, de notre côté pour ces hébergements-là.
Voici ce que ça peut donner au niveau des hébergements, les lits eux-mêmes. Donc, ça peut être des chambres comme ça peut être, quand je dis des chambres, on s'entend là, c'est différents niveaux, des rideaux pour séparer, c'est des petites cloisons bonnes pour 2 ou 3 personnes maximum. Donc, on peut voir aussi un autre type d'hébergement en refuge. Et on voit aussi la tradition de la babouche. Donc, tes petites paires de sandales au pied de ton lit. Quand tu vas aller aux toilettes, ben, tu mets tes sandales, tu vas au bout du corridor, tu rentres dans les toilettes, tu changes tes sandales pour mettre celles de toilette, tu vas aux toilettes, tu rentres, tu remets tes sandales de corridor pour revenir. Donc, pensez-y, on va vous le rappeler. Voilà un peu pour la vie de montagne, cabane, etc. Donc, à la fin de tout ça, on termine à Matsumoto, on aura du temps libre, on va profiter un peu des bonnes choses, on regagne la civilisation. On va voir, visiter des sites importants comme le donjon de Himeji qu'on voit ici. Donc, il y a des châteaux qui datent de l'ère Himeji. Il en reste quelques-uns. Pas Himeji, de l'ère Meiji, pardon. Au Japon. Donc, c'en est un très beau. Le cœur de la ville aussi, super sympathique, le long de ces petits canaux autour de cette rivière. Donc, Matsumoto, super ville de transition avant de se rendre au Mont Fuji. Mont Fuji, on se pose au pied. Il y a plusieurs lacs. Là. On aime bien avoir cette fameuse vue si on est capable de l'avoir. Là. Ça va toujours dépendre de la température, de l'humidité, etc. Mais si on est capable d'avoir cette super vue, qui, en passant, là, entre à l'époque où on sera là, septembre, octobre, c'est rare de voir de la neige. Là. Donc ça, c'est une photo plutôt tardive. Là. Mais ça reste que c'est cette montagne iconique. Donc qui est super forte au Japon. Alors voilà, ce qu'on propose au Japon, c'est, au Japon, au Fuji, c'est de faire l'ascension comme elle se faisait avant. Vous savez, il y a peut-être il y a 10 stations, les pèlerins marchaient d'une station à l'autre, progressaient vers le sommet. Maintenant, depuis plusieurs dizaines d'années, depuis plusieurs années, ça commence et ça finit à la station 5. Là. Donc, on le voit sur quelques faces de la montagne et c'est assez commercial là, quand même. C'est une montagne très connue partout dans le monde. En saison, il peut y avoir à peu près jusqu'à 5000 quotidiens. J'ai déjà vu ce nombre de personnes. OK? Et donc, nous, évidemment qu'on va pas y aller dans ces conditions-là. Donc, c'est pour ça aussi, une des autres raisons pourquoi on part en septembre, octobre, c'est qu'on attend la fermeture officielle de l'ascension du Fuji, qui est le 15 septembre. Après ça, on peut le faire, c'est pas interdit de le faire, mais dans la... Comment dire? Les Japonais sont tellement un peuple déférent que eux, passer le 15 septembre, non, c'est impossible. Donc, il y a certains qui le font quand même, là, mais nous, on y va hors saison et là, on va passer de 5000 à peu près 20 randonneurs, nous y compris. On a un ami de longue date là-bas qui ouvre son refuge pour nous, parce que, a priori, tout le monde doit être fermé. C'est un montagnard, Monsieur Sato, que j'ai connu à travers plusieurs ascensions du Fuji à travers le temps. Donc, c'est un lieu fort, riche, très, très... Je reviens sur cette photo-là, là, on est dans la culture de montagne, là, vraiment. On sera à 2500 mètres d'altitude. Ça sera donc l'étape nuitée, parce qu'on aura parti dans la journée, monter jusqu'à chez Sato, passer la nuit, réveiller tôt, parce qu'on veut voir le soleil levant, au pays du soleil levant. Pendant qu'on fera l'ascension finale, on n'attendra pas nécessairement on top pour voir le lever du soleil, on veut dormir un peu, là. Mais on aura donc l'ascension la journée qui suit. Et puis, vous voyez, on progresse. Encore une fois, il y a plein de sites, il y a plein de cabanes. Tu sais, le Mont Fuji, c'est comme tellement vénéré que bon, c'est quand même très organisé. Mais hors saison comme ça, très peu de gens. On fait l'ascension, on fait le tour de son cratère pour redescendre par une autre voie qui est un petit peu plus rapide, un petit peu plus direct. Puis après ça, ça nous ramène à l'hébergement où on était en bas. Donc 2 jours sur le Fuji avant de se lancer dans la grande ville, Tokyo. Donc, Tokyo, c'est 35 millions d'habitants, si on inclut là, les villes autour, donc quasiment la population du Canada, finalement, dans une agglomération urbaine. Le regard sur Tokyo sera littéralement un regard moderne, urbain. On est là juste 2 jours dans notre itinéraire. Okay? Donc, on propose à tous de prolonger. On peut vous aider pour le booking d'hôtel.
d'orienter par rapport à des choses à faire, à voir. Mais bon, on est quand même spécialisé dans la randonnée et moins dans la randonnée urbaine, là. Fait que, puis après ça, tout le monde veut peut-être y aller selon ses goûts. Donc, on s'est dit, on fait 2 jours, on oriente les gens, après ça, vous êtes bons pour continuer. Mais notre regard, ça fait clairement un regard urbain moderne de Tokyo. Entre autres, cette photo prise sur le rooftop de l'hôtel de ville. On a quasiment des ambiances de Blade Runner de 1982, là. Même chose ici dans Shinjuku. Donc, c'est hallucinant. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut vivre à Tokyo. C'est cette effervescence-là. Donc, voilà, ça complète, me semble, ma présentation sur le voyage, bah, le voyage celui qu'on fait en fait depuis toujours. Donc, on vise 2 départs en septembre 2024. Ça sera certainement le premier samedi du mois, puis avant-dernier, ou quelque chose du genre. On peut pousser la saison jusqu'au 15, 17, 18 octobre à peu près, mais on s'en tient à ça. Donc, voici à peu près un ordre de prix de ce que c'est. C'est le coût du Japon. Et puis voilà. Donc, ça, c'est pour cette première édition-là. Pour la seconde, ouais, je vais y aller vraiment comme tout à l'heure au début de ma présentation, qu'avec des paroles, OK? Mais je vous invite, puis de toute façon, il va y avoir des communications qui vont être faites tout prochainement pour ça. Donc, au niveau, pour voir plus de visuels, le tracé, etc. Mais pour la seconde, le second itinéraire, je l'ai dit un peu sommairement au niveau géographique où on va. Mais donc, on va jouer par rapport au niveau. J'ai parlé ici que ce voyage-ci, c'est 2 à 3, la cotation. Il y a des treks en itinérance, il y a un peu de portage, tout ça. En même temps, il y a toute une dose de confort qui compense beaucoup. Mais l'autre, on le fait clairement au niveau 1. Donc, c'est un voyage plus accessible. Les marches sont moins longues. Ça sera toujours en mode day hike, donc randonnée journalière. Quand je dis moins long, c'est 4 à 5 heures environ. Peut-être des dénivelés 500-600 mètres maximum, des fois moins, des fois c'est plus sur le long. Le niveau de confort va être similaire parce que c'est à peu près le même genre d'hébergement qu'on veut, parce qu'évidemment, c'est toujours une question de prix en bout de ligne, c'est super cher le Japon, là. On va rester dans cette ambiance-là. On va rajouter par contre des activités. C'est toujours drôle le mot activité, mais en tout cas des activités connexes à la marche, comme toujours le vélo qu'on fait de manière urbaine. On va avoir un vélo un petit peu plus de type touring là, ou cyclotourisme. Donc, à travers les ponts et les îles de la mer de Seto, la mer intérieure. Donc, puis bon, j'ai des amis chez Vélo Québec, un ami grand guide là-bas qui a guidé le Japon. C'est la crème de la crème pour faire du vélo de type cyclotouriste et contemplatif. C'est sublime. 2 jours, c'est sûr, il faut le faire. Fait que, on le fait même si a priori on est une agence de trek. Puis aussi, ben, pour donner un autre regard sur la mer de Seto, on va y aller par la mer en kayak. Vous savez qu'on fait de l'offre de kayak un peu partout. Il y aura 0 niveau là, par rapport à ça. C'est la mer intérieure, à moins qu'il y ait des grands vents, là, c'est quand même une mer calme. On va prendre le temps de bien un peu former tout le monde pour ça, mais c'était vraiment comme une journée initiative sur l'eau par rapport à ça. Pas de technique vraiment à avoir particulière. Donc, ce sera les 2 activités. Évidemment, la randonnée sera l'autre tout au long. Donc, on sera sur l'île de Kyushu, dans le massif du mont Aso. On dort en refuge, mais c'est-à-dire qu'on passe 3 nuits là, puis on fait des boucles. Donc, ça, c'est quand même sympathique au niveau de ne pas toujours être en déplacement. On va passer un petit peu plus tard à côté de Hiroshima. On aura l'occasion de connaître un pan de l'histoire par rapport à bon, la Deuxième Guerre mondiale, la bombe nucléaire, etc. À côté d'Hiroshima aussi, c'est l'entrée vers la mer intérieure, donc il y a aussi un regard intéressant à voir là par une randonnée. On va transiter vers l'île de Shikoku, mais c'est dans cette transition-là entre Honshu et Shikoku où justement on fait le vélo, puis on passe par les millions de ponts qui sont sublimes. Sur Shikoku, randonnée traditionnelle sur la piste des pèlerins du pèlerinage des 88 temples. On se concentre sur 3 temples à l'est de l'île, nord-est. Donc, on goûte à ça. Il y a une particularité, il y a une tenue même
vestimentaire suggéré pour les pèlerins. Bref, on y goûte un peu. Ensuite de ça, on traverse encore, toujours par des moyens de transport publics. On se rend à Himeji. Il y a un petit clin d'œil aussi sur un côté artistique moderne d'une île là-bas, mais j'en dis pas plus. Himeji, donc pour son autre grand donjon, château. Puis on finit à Osaka. On aura rentré à Nara, donc il y aura le côté un peu très ancien, très traditionnel à Nara. Puis Osaka, on veut faire aussi un clin d'œil sur l'ancien moderne du Japon, dans un quartier en particulier. Donc ça sera une boucle, si vous voulez, vraiment une boucle vers l'ouest, le sud-ouest de l'île. 21 jours aussi. Donc, et les dates de ça, c'est en mai prochain, et ça sera aussi en novembre. En mai, on ne veut pas miser 100% sur la floraison des sakuras parce que ça peut créer des déceptions, parce que aussi les prix explosent pendant cette période-là. Et mai est certainement le plus beau des climats parce que c'est avant les chaleurs d'été, une stabilité aussi au niveau des précipitations. Puis tu es dans l'autre type de floraison de montagne, donc pas nécessairement les sakuras, mais les, toutes les autres fleurs de montagne sont sublimes. Donc on est dans le beau printemps japonais. Puis aussi, ben, novembre, ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est les couleurs d'automne. Si on a des Français là, qui viennent voir nos couleurs, ben, nous, on va proposer aussi cette saison-là des couleurs au Japon qui est sublime. Donc, on aura 2 dates en opposition avant et après l'été du Québec. Voilà. Donc, en ligne dans les prochains jours, tout dépend de moi et de la capacité de travail que je peux faire. Voilà. Donc, arigato gozaimasu. Merci. Il était 56. Je suis devant les questions où tout le monde me dit, lâche pas mon gars, ça oui, ça marche, on t'entend pas. Donc, vous pouvez me continuer à me poser des vraies questions ce coup-là. Je peux y répondre verbalement. Sinon, je vous invite à communiquer avec moi. Vous voyez sur le site internet, on peut avoir directement mon adresse courriel. Sinon, c'est fx@caravanier avec un s.com. Donc fx@caravanier.com pour m'écrire ou peut-être enclencher une discussion un peu plus personnelle si vous avez un intérêt. Sinon, ben, merci d'avoir assisté.